Aux portes du Mans, lové paisiblement dans un bras de Luynes, voici l'Épau. Cette abbaye qui avait connu un sort prestigieux tout au long du Moyen-Âge a manqué disparaître. Affaiblie dès le XVIe siècle par le système détestable de la commande qui confiait la direction de l'abbaye et ses bénéfices non à un moine mais à un laïc, elle connut une déchéance irrémédiable avec la Révolution française. Vendue comme bien national pour 56 000 livres, soit simplement le prix d'une paire de bœufs, elle fut livrée tout au cours du XIXe siècle au bon vouloir des marchands de biens et des agriculteurs, et ne fut bientôt qu'un vaste hangar agricole ouvert à tous les vents. Le comble fut atteint en 1925, le jour où le propriétaire du moment prétendit dépecer l'abbaye pour envoyer ses éléments dans des musées des États-Unis. C'est donc un miracle si ce monument est aujourd'hui entièrement sauvé. À la porte de l'abbaye nous attend, comme pétrifiée par le temps, la reine Bérengère. Elle était la veuve de Richard Ier, cœur de Lion, roi d'Angleterre, blessé par un carreau d'arbalète au siège de Chalus, en Haute-Vienne. C'est en souvenir de son mari, qui lui avait pourtant été peu fidèle, qu'elle fonda l'abbaye de l'Épau. Rappelant par son attitude la statuaire de Fontevraud, elle se présente couchée sur le dos. Elle a la raideur des statues-colonnes de l'époque, vêtue d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture à laquelle pend une escarcelle. Sur sa tête repose la couronne royale. À ses pieds, un lion terrasse un lévrier, couronne symbole de royauté, lion symbole de force, escarcelle symbole de générosité. C'est Bérengère qui désira fonder ce haut lieu monastique, mais encore qui insista pour qu'il soit bâti en ce beau style qui révolutionnait alors église et abbaye, l'art gothique. Dès la sacristie où nous pénétrons, nous pouvons prendre la mesure de cet art nouveau. La salle est vaste, 11 mètres sur 7, mais les appuis pour soutenir les voûtes sont peu nombreux. Les croisées d'ogives qui s'envolent artistiquement dans le ciel reposent en fait sur 2 colonnes centrales monolithes et sur 10 colonnettes encastrées dans le mur. Tout le dispositif est verrouillé par des clés habilement travaillées et peintes. L'ensemble est d'une incroyable légèreté qui tranche avec la lourdeur des édifices romans qui l'ont précédé. La salle capitulaire qui lui fait suite est le véritable cœur de l'abbaye où se tenaient les chapitres. On y voit s'y développer dans toute sa majesté le processus gothique. La salle est divisée en 9 travées égales, les voûtes s'appuyant sur 4 colonnes centrales aux chapiteaux octogonaux qui sont amenés à supporter des poids considérables, mais la structure de l'ensemble tient bon depuis des siècles. La salle est largement éclairée par la porte centrale située à l'ouest, encadrée par 2 baies géminées, donnant autrefois sur le cloître. Ces baies n'étaient pas vitrées. Nous gagnons ensuite le scriptorium. C'était là l'atelier où on recopie les manuscrits, tâche par excellence des moines. Sa structure est identique à celle de la salle capitulaire, une grande salle rectangulaire voûtée d'ogives avec d'élégants piliers. Moyennement éclairée, cette salle reste austère. À côté du scriptorium, on découvre le chauffoir. La cheminée monumentale permettait aux moines de bénéficier de quelques conforts, toutes les autres salles ne disposant pas d'autre chauffage. Enfin, un petit guichet ménagé entre le scriptorium et le chauffoir permettait aux copistes de réchauffer leur encre. Au-dessus des bâtiments conventuels s'étend le dortoir des moines. C'est une salle immense de plus de 11 mètres de long. Durant le Moyen-Âge, la salle était commune comme le voulait Saint Bernard, mais par la suite,
la règle se relâchant, des petites cellules furent aménagées qui aujourd'hui ont disparu. Reste de l'époque héroïque la chambre de l'abbé, cellule voûtée en berceau de 6,80 m de long sur 3,60 m de large. Une porte de fer la fermait. N'était-elle pas aussi le coffre-fort du monastère où étaient conservées valeurs des documents? Mais c'est surtout dans l'église abbatiale que s'expriment le mieux les prouesses du nouvel art. On y accède par une porte décorée d'un agneau mystique. Orientée d'est en ouest comme le voulait la règle, cette salle affecte la forme d'une croix grecque quasi régulière. Le chœur a 2 travées fort simples, à la sobre majesté dépouillée que lui voulait le maître d'œuvre respectueux de l'esprit cistercien. Tout ce qui est superflu, disait-il, devra disparaître afin que transparaisse l'amour de Dieu. Dans le même esprit, les moines ont refusé de colorier les vitres de leurs grandes verrières. Sitôt n'avait-il pas, par un décret de 1182, interdit l'emploi de vitraux coloriés. Mais cet esprit de rigueur et de sévérité s'atténue avec le temps pour aboutir à ce retable extrêmement chargé du XVIIIe siècle, avec ses fleurs et ses angelots. Un siècle plus tôt, la retenue est plus grande avec ce beau retable dédié à Saint Sébastien. Beauté des gestes, douceur des regards, compassion des anges et noblesse des scènes qui relatent la vie du saint. C'est cette église et ce monument superbe que le Conseil général de la Sarthe a finalement sauvé et restauré, comme nous l'explique Hervé de Colombelle. L'abbaye de l'Épau a subi le sort de l'ensemble ou presque des établissements de ce genre, c'est-à-dire qu'à la Révolution, l'aliénation au bien national, par la suite diverses fortunes au gré du 19e et du 20e siècle, aussi bien en exploitation agricole, siège d'exploitation agricole, siège d'activité industrielle, occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, pour finir siège d'une colonie de vacances des orphelins apprentis d'Auteuil. Et en 1957, le département de la Sarthe procède à l'acquisition de ce bâtiment, ce qui est un peu, à l'époque, pas encore aussi courant qu'aujourd'hui. On est avant la décentralisation, c'est donc le préfet qui le propose, les élus de la Sarthe se passionnent pour cela. L'abbaye n'est pas totalement ruinée, loin s'en faut, toutes les superstructures sont encore là, les murs sont là, et donc le travail de restauration, une tâche assez énorme, va quand même durer pendant près de 30 ans, avec la reprise de l'ensemble des toitures, la reprise de beaucoup de maçonnerie, et surtout avec un choix qui avait été fait par les architectes en chef à l'époque, de revenir à la configuration d'origine du XIIIe siècle, date de la fondation par Bérengère de Navarre. Aujourd'hui, l'Épau, c'est un lieu d'activité culturelle assez important puisque nous avons une succession de festivals de musique, le festival de l'Épau qui a lieu en mai, l'Europa Jazz Festival qui a lieu également début mai, et puis aussi une saison musicale autour de la musique de chambre qui a lieu, elle, bien sûr, toute l'année. Et puis, un lieu d'exposition importante, souvent des expositions consacrées au patrimoine, comme celle qui pouvait se dérouler il y a quelque temps autour des terres cuites du Maine. Ainsi, l'abbaye de l'Épau a perdu sa première fonction qui était la prière, mais elle en a retrouvé une autre qui est la méditation et la musique. Après avoir été traitée avec tant de désinvolture et de cruauté au XIXe siècle, la vieille abbaye revit.